Salut les disciples de la boxe. Aujourd'hui, on va parler de Tony Yoka. Forcément, il a combattu hier soir. Et cette nuit, il y avait aussi une très grosse réunion à Las Vegas avec un combat en tête d'affiche entre Lara et Heard. Heard, c'était le fameux combattant qu'aurait dû affronter Cédric Vitu. C'était un très beau combat et j'ai été surpris par ce combat-là. Mais j'en parlerai en fin de vidéo. Déjà, la soirée avec Tony Yoka. Ceux qui y étaient ont dû se régaler car c'était une belle soirée avec Eli Conki qui a été fantastique en boxant avec un seul bras car il s'est démis l'épaule et donc il a fait quasiment tout le combat avec son bras gauche. Incroyable, et il a gagné ce combat-là. Bon, son adversaire a été un petit peu gentil parce qu'il n'est pas allé le chercher sur la blessure, ce qu'il aurait très bien pu faire. Et sachez, dans un championnat du monde, même un championnat de France, un adversaire n'aurait pas hésité à lui faire mal. Mais en tout cas, quel combat il a fait, quelle belle boxe il nous a montré. Je ne l'avais pas encore vu boxer, j'ai été ravi. On a eu Souleymane Sissoko, que j'ai trouvé un petit peu en dehors de son combat, un petit peu fatigué peut-être, il manquait de jambes. Bon, bien sûr, il nous a fait une boxe vraiment irréprochable. Comme d'habitude, il a une boxe irréprochable. Mais je l'ai trouvé voilà, un peu fatigué peut-être. Est-ce que ça serait pas du surentraînement? Je me suis posé la question pendant le combat parce que c'est vrai qu'il avait combattu le mois dernier, il me semble, ou le mois d'avant, enfin il y a vraiment pas longtemps. Il fait beaucoup de combats et voilà, peut-être qu'il y aurait un petit surentraînement à chercher derrière, donc qu'il prenne des vacances. En tout cas, encore une fois, il nous a régalé avec sa boxe. Il domine largement son adversaire, il n'y a rien à dire. Mais c'était quand même un adversaire assez difficile et il l'a embêté. Ensuite, on a eu Nordine Oubaali. Super, il est prêt pour son championnat du monde qui arrive très bientôt. Il nous a fait voilà, un festival. Il a un corps incroyable, tout en muscles. C'est un super boxeur. Je lui souhaite le meilleur et je serai avec lui pour son championnat du monde. Passons à Tony Yoka. On attendait beaucoup de ce combat. Voilà, contre bon, Aldo le Gitan. Alors cette opposition-là qu'on lui a donnée, ce que j'ai apprécié à travers vos retours que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, c'est que vous êtes pris de sympathie pour ce boxeur-là. Alors qu'à chaque fois, vous descendiez sous son adversaire. Et là, pour le coup, vous aviez du respect pour ce boxeur-là. D'un autre côté, son palmarès n'était pas extraordinaire, même s'il a été champion de France longtemps. En même temps, il a aussi une préparation en France. Donc, il a beaucoup de lacunes par rapport à un Tony Yoka qui s'entraîne aux États-Unis, qui a fait une longue carrière amateur, donc qui a des acquis incroyables. Donc c'était difficile pour lui d'être un adversaire qui potentiellement le mettrait en difficulté. Franchement, on avait un peu du mal à le croire. C'était une belle affiche qui quand même on avait envie d'aller voir ça. Et c'est une affiche qu'on peut faire qu'en début de carrière pour Tony Yoka, parce que plus il va monter, moins il pourra faire des combats comme ça. C'était intéressant de voir une salle qui était un petit peu divisée. Il a été un peu sifflé, Tony Yoka, au début. Et pour cause, déjà, Aldo le Gitan a une forte communauté derrière lui, la communauté gitane. Et en plus, Tony Yoka avait des choses à se faire pardonner sur le ring. Ces derniers temps, il est critiqué pour le choix de ses adversaires, pour la qualité de ses combats sur le ring. Il est critiqué dans sa vie personnelle aussi. On dit qu'il est trop arrogant. On dit qu'il pense beaucoup à l'argent. À chaque fois, il y a des affaires qui sortent sur les réseaux sociaux. Et récemment, il y a eu cette histoire de dopage. Donc, il ne s'est pas présenté à des contrôles antidopage. Et du coup, la rumeur est allée bon train. Canal+ se retire de son contrat avec lui. On parlait même de faire annuler ce combat-là. Bon, voilà, il y a eu beaucoup de polémiques. Et je pense que ça lui a fait du mal, tout ça. Donc il était en train de perdre un petit peu cette hype qu'il y avait autour de lui, cette ferveur qu'il y avait autour de lui. Elle était un petit peu en train de redescendre en intensité. Donc il y a des bonnes raisons, comme j'ai pu vous le citer, mais en même temps, ce qu'on lui reprochait, c'était pas si gravissime. Récemment, il y a une histoire qui est sortie par rapport à une hôtesse de l'air ou je sais pas quoi. Donc cette hôtesse essaie de lui faire du chantage. Un peu, ouais, on a entendu souvent ça avec des personnalités, des gens riches. Alors apparemment, ils lui ont demandé 100 000 euros, puis c'est passé à 10 000 euros. Enfin bref, c'est un ridicule cette histoire. Et j'ai envie de vous dire, je m'en fous. Même si c'était vrai que Tony Yoka est allé coucher avec une autre femme, je m'en fous. Bon là, il a attaqué en justice, il a bien raison, Tony Yoka. Mais vraiment, on s'en tape. Parlons de boxe maintenant. Parlons de ce qu'il a montré sur le ring aujourd'hui. Je vous ai donné tout ce contexte pour vous dire dans quel état d'esprit il était sur le ring. Ce soir-là, Tony Yoka a fait une boxe très appliquée. Dès les premiers rounds, on peut voir qu'il est focus et il boxe en ligne. Combinaison très simple, gauche-droite. En ligne, vous voyez, bam, dans l'axe.
punaise, le soleil est en train de me défoncer. On reprend. Donc, dès le début du combat, boxe très en ligne. Voilà, vraiment dans l'axe. En même temps, face à un adversaire qui rendait pas beaucoup de coups, quasiment pas de coups, donc qui bougeait pas trop la tête, donc forcément c'est efficace. Gauche, droite, gauche, droite. Mais ça ne touchait pas trop parce que Aldo le Gitan, il avait les mains bien hautes, il n'allait pas prendre le risque de se faire toucher dès le premier round. Yoka, concentré, focus, il voulait appuyer les coups. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il ne donnait pas son jab en vissant le poing, mais un peu, vous voyez, à la Bruce Lee. Vous voyez, ce point qui vient dans l'axe comme ça. Et ça, c'est très très rare de voir des boxeurs faire ça. Et je pensais que c'était une tactique. Je pensais vraiment que c'était une tactique de la part de Tony Yoka, parce que Virgil Hunter lui avait un peu expliqué ça dans des reportages qu'on peut voir, où il lui disait de juste placer son jab, placer donc son direct du bras avant. Et là, pour le coup, je pensais que c'était une tactique, mais en réalité, c'est parce qu'il était blessé au pouce. Et il l'a expliqué à la fin du combat. Il s'est un petit peu lâché les rounds suivants, 3, 4, parce qu'il a vu que de toute façon en face, comme ça ne rendait pas les coups, il s'est un peu lâché dans sa boxe. Ce que je lui reprochais dans les premiers rounds, c'était de, certes, boxer à distance, mais de faire tout le temps, voilà, gauche-droite en direct, donc dans l'axe, avec des combinaisons simples de direct. Quitte à doubler le bras arrière, quitte à accélérer, mais toujours en direct et toujours dans l'axe. Et ce que je souhaitais, c'est qu'une fois qu'il arrivait à la mi-distance, passer dans des combinaisons qui soient des crochets ou des uppercuts. Et ça, il l'a fait après, dans les rounds suivants. En fait, Tony Yoka nous a montré dans ce combat-là qu'il était capable de tout faire. Pour un poids lourd, il est capable de tout faire. Que ce soit boxer en avançant, boxer en reculant. À un moment, il s'est même lâché à faire un peu plus de mouvements, voilà, plus de déplacements sur les côtés. Il tournait un peu sur le mauvais côté, plus souvent sur la droite d'Aldo. Mais voilà, il a montré qu'il savait bien se déplacer. Défensivement, on se pose encore des questions parce que forcément, contre un gars qui rend pas de coups, on ne peut pas savoir vraiment son niveau. Et sur des attaques, il a pu être un petit peu surpris. Mais bon, face à quelqu'un qui ne met pas de coups, on est obligé de se livrer. Vous voyez, on ne va pas rester tout le temps compact. Bah, on se livre, on livre sa boxe. Donc forcément, on est amené à prendre aussi un petit peu des ripostes. Donc on ne peut pas vraiment juger son côté défensif sur ce combat-là. Mais son côté offensif, il nous a montré qu'il était capable d'avoir une palette très variée. C'est pour ça que son surnom, c'était l'artiste. Donc au début, il cherchait à appuyer le jab. Ça aussi, c'était intéressant, c'est qu'au niveau du bras avant, il nous a montré un peu tout ce qu'on pouvait faire. Au début, vraiment appuyer, comme ça, vous voyez, comme je vous l'ai dit maintes fois depuis le début de cette vidéo. Mais il a aussi travaillé en déplaçant son bras pour gêner son adversaire. Vous voyez, vraiment des gestes lents comme ça. Et et des fois, il envoyait le jab, tac, tac, vous voyez. Et en fin de combat, plus en fouetté, voyez, des coups qui partaient, voyez. Et donc il nous a montré un petit peu tout ce qu'on pouvait faire avec le bras avant. La droite, il l'a gardé bien dans l'axe, très belle droite, très propre. Ce qui lui a amené au finish ce KO, très beau KO, rien à dire, gauche-droite. Du simple, du classique, qui a fini par rentrer, donc c'est pas étonnant, c'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il cherchait à faire, placer ce gauche-droite. Comme il l'a dit après, sans vraiment chercher le KO, mais c'est une combinaison qui est très efficace et qui finit par payer. Voilà. En même temps, son adversaire du soir était plus petit, donc ça s'adaptait bien. Le gauche-droite, comme ça, à distance, c'est parfait. Ce que je souhaite, c'est que Tony Yoka ne se transforme pas physiquement. Je trouve qu'il a un super physique comme il est maintenant. Il fait 108 kg. Bon, la moyenne chez les lourds, c'est 110. Ça serait dommage qu'il gâche ses qualités de boxeur en voulant avoir un physique plus musclé, plus trapu. Musclé ou un peu plus gras, hein, parce qu'il a tellement peu de gras qu'il pourrait même se permettre de prendre du gras, prendre de la masse au sens général du terme. Et ça, je le souhaite vraiment pas. Je pense qu'il a un super physique. Je pense un peu à Wilder, donc Deontay Wilder, le champion de WBC américain, qui lui fait moins de 100 kg. Il est à 97-98, il me semble, qui a un super physique aussi, donc il est tout en muscle, tout tracé, mais pas à la Anthony Joshua. C'est une machine, comme je vous dis, Joshua c'est Broly, et Deontay Wilder c'est Perfect Cell, tu vois, pour donner des références. Dragon Ball. Bon voilà, excusez-moi, j'ai pas beaucoup dormi, je dis un peu de la merde. Ceci étant dit, autre point sur lequel il devait se racheter, c'est son attitude. Et pour le coup, il a eu une attitude respectueuse. Déjà envers son adversaire. Il ne nous a pas fait le Ali Shuffle, voilà, les pas de danse à la Ali. Il ne l'a pas fait dans ce combat-là. Il a très peu levé les bras pour faire le malin. À la fin du combat, quand il gagne, son camp se jette sur lui, ils sont heureux. Bah, heureusement, je veux dire, tu gagnes un combat, t'es content, c'est la moindre des choses. Mais il a su rester dans son combat tout le temps,
sans voilà, exprimer, faire des trucs. Parce que voilà, faut remettre les choses dans leur contexte. Ce combat-là, on savait que ça allait être une formalité pour Tony Yoka. Euh, voilà, sans manquer de respect à Aldo Gitan, je suis très content qu'il ait eu ce combat, parce qu'il le méritait. Mais en même temps, voilà, il n'y a pas photo. Ne serait-ce que, comme je vous disais, sur la préparation. Si vous restez en France pour vous préparer, c'est injuste. C'est pour ça que Johan Diopa, il passe son temps à voyager. Parce qu'en France, on ne peut pas avoir une bonne qualité pour se préparer. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est la tristesse de la boxe en France. Et surtout en poids lourd, c'est très difficile. Parce que les gros gabarits, en France, ils vont aller vers d'autres sports. Donc soit le pied-point dans les sports de combat, sinon ils vont aller vers le rugby, par exemple. On a un championnat de France en rugby qui est extraordinaire, donc les mecs, forcément, eh ben, ils vont aller faire du rugby. Et c'est normal, je veux dire. Peut-être qu'avec Tony Yoka, les forts gabarits français vont revenir dans la boxe. Et je le souhaite. Mais en tout cas, c'est pas le cas encore. Donc là, on a une génération qui peut pas vraiment bien se préparer. Et c'est pour ça que Tony Yoka, il est parti s'entraîner ailleurs, et il a bien fait. Donc, du respect envers son public, il a remercié le public, il a remercié son adversaire du soir, donc Cyril Léonet, et ça, c'était très important de le faire. Ça veut dire qu'il prend en compte aussi le retour des gens, parce qu'il y a des retours de connards, et ça, on s'en fout, c'est ta force pour continuer. Mais il y a quand même des retours constructifs à faire et à prendre. Et ça, je pense qu'il a été à l'écoute, ou alors on l'a forcé à être à l'écoute de ça, mais peu importe. L'important, c'est les actes qu'il montre. Et par rapport à toutes ces histoires, il aurait pu s'enfermer dans ce truc, dans ce délire de eh ben, je vous emmerde tous. Et non, il n'est pas été là-dedans. Ce que j'ai trouvé très bien aussi, c'est qu'il a défié Raphaël Tronchet, champion de France actuel, qui a battu le Cyril Léonet, justement, en disant qu'il voulait aller chercher la ceinture de champion de France. C'est quelque chose que dans ses interventions précédentes, il avait l'air de s'en foutre un petit peu. Et je peux le comprendre, Franchement, moi, je ne lui ai pas fait de reproche par rapport à ça, dans mes vidéos précédentes. Mais cette fois-ci, il a montré, il a défié publiquement Raphaël Tronchet en disant qu'il n'y avait pas eu de négociation, qu'il ne l'avait pas prévenu. Et ça, j'ai trouvé ça super. C'est peut-être faux, mais en tout cas, qu'il le défie comme ça publiquement, ça remet le champion à sa place, en fait. Ça lui dit, bah, c'est toi le champion, j'ai envie d'aller prendre ta ceinture, et ben voilà, je te défie. Et il y a un respect du mec qui est sur le trône, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça super. Vraiment, j'ai trouvé ça très bien de sa part. C'est-à-dire que voilà, on remet les choses à leur place. Moi, je serais ton challenger, même si bah, je suis champion olympique, même si j'y gagne beaucoup d'argent. Je serais ton challenger, c'est toi le champion. Et ça, bah, voilà, on remet du respect dans la boxe. Et c'est important. C'est important. Celui qui est champion, c'est Raphaël Tronchet. Et Tony Yoka sera challenger cette fois-ci. Et du coup, il a dit qu'il y aurait une surprise cette année. Un combat surprise, un nom intéressant. Alors, j'avais fait une vidéo où je vous proposais de me donner des noms. Je devais faire une vidéo où je parle de tous les noms que vous m'avez dit, un peu comme j'ai fait avec Vasil Lomachenko. J'ai pas du tout eu le temps, excusez-moi. Donc je vais la faire avec les potentiels adversaires pour Tony Yoka, en espérant qu'il l'annonce pas avant que je fasse la vidéo. De toute façon, bah, ce sera des adversaires potentiels. Ce que j'ai bien aimé dans les noms qui sont ressortis, les deux noms que moi j'aimerais qu'ils prennent là bientôt, le plus tôt possible même, c'est Daniel Dubois, qui met tout le monde KO, qui met tout le monde d'accord, anglais, et Loïs, enfin, je ne me rappelle plus de son nom exact, c'est celui qui l'a battu en finale des JO à Rio. Ça serait super. Un peu comme on a eu avec Dillian White et Anthony Joshua, parce que Dillian White avait battu Anthony Joshua en amateur, et cette défaite lui restait comme avec un goût amer dans la bouche, et Anthony Joshua a pris sa revanche sur le ring. Donc un de ces deux-là, déjà parce que c'est des Anglais et que l'affiche franco-anglaise, moi ça m'excite par-dessus tout, et parce que c'est aussi, ils sont dans la même génération, et on aimerait les voir s'affronter avant qu'ils soient champions, tu vois, tous les trois, parce que ça peut arriver ça, hein. Ils vont tous les trois aller chercher une ceinture, et quand ils seront champions, ils feront des négociations pendant 107 ans. Et ça me saoule. Je veux dire, là, on les a, maintenant, on peut faire un combat. En plus, ça sera un combat qu'on pourrait aller voir, nous, les fans, avant qu'il soit trop inaccessible. Donc, j'en rêve, en fait. Qu'il invite un de ces mecs-là à venir faire un affrontement en France, et qu'on puisse y aller, quoi. Qu'on puisse aller le supporter, qu'on puisse aller le voir. Et me dites pas, non, c'est trop tôt, blablabla. Ben non, c'est maintenant. Ils sont au même niveau, franchement, ils sont au même niveau. Hein. Donc, trop tôt pour un Anthony Joshua ou un Deontay Wilder. Et encore, en fait, il faut savoir que dans la boxe, c'est pas vraiment une question
de trop tôt ou pas trop tôt. Bon, certes, l'expérience, ça compte, c'est important, mais c'est l'argent. En fait, il rapporte pas encore assez d'argent, son nom est pas encore assez connu. Vous voyez? En fait, plus tu gagnes, plus tu te fais un palmarès, plus ton nom est coté, plus tu vas amener de l'argent, tu vas amener des télés. Et c'est pour ça qu'on fait des affrontements entre tel nom et tel nom. Vous voyez là, Joshua Povetkin, ça y est, la WBA veut le forcer, donc forcément, je suis sûr qu'on aura donc ce combat-là avant d'avoir le combat entre Joshua et Wilder, et c'est vraiment chiant. Mais bon, c'est comme ça, en fait, on n'a pas le choix, mais c'est chiant, c'est vraiment chiant. Mais je pense que Joshua Povetkin, ça va ressembler à Klitschko Povetkin. Vous voyez, on va avoir un peu le même profil de combat. Joshua, il va tuer la boxe de Povetkin, il va l'étouffer, et il va l'user, il va l'avoir à l'usure. Je pense. Hein. Et puis en plus, Povetkin, il est sur la fin, donc c'est même pas la même chose que contre Klitschko. Contre Klitschko, moi j'étais à fond derrière Povetkin et je pensais vraiment qu'il allait le taper. Et c'est un combat dégueulasse, je vous invite à ne pas le voir. Voilà, et je pense qu'on aura Dillian White contre Wilder avant d'avoir le choc qu'on attend tous. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous dire que tu montes les paliers au niveau business. Business is business, tu vois, et c'est juste la thune que tu vas ramener. Si on ne peut pas faire venir de championnat en France, c'est parce que c'est question de thunes en fait. Parce qu'il n'y a pas assez de monde derrière pour ramener de l'argent. Pas de promoteurs qui ont assez d'apports financiers pour faire venir un championnat du monde. Parce que concrètement, on peut très bien remplir une salle et l'important c'est les télés. Donc les télés, elles peuvent se déplacer n'importe où dans le monde. Donc c'est ça, c'est une question de blé en fait. Et c'est ça qui est chiant. Donc si on prend en compte ce critère-là, Daniel Dubois, Loïs, ou je ne sais plus comment il s'appelle, et Anthony Yoka, ils sont sur le même niveau. Donc on peut très bien faire un combat entre eux, juste, ils vont, je pense, ne pas le faire, parce que ça serait cramer un de ces boxeurs. Forcément, une défaite dans l'actif, et c'est dommage parce qu'on pourrait avoir des beaux affrontements avant, plus tôt en fait. Le seul qui a grillé les étapes, c'est Vasily Lomachenko, qui a obligé son promoteur avec qui il a signé après les Jeux Olympiques à avoir rapidement une chance mondiale. Donc c'est le seul qui a mis un coup de pression en fait. L'exception à la règle, c'est Vasily Lomachenko. Je vous ai beaucoup parlé, je voulais juste faire une petite réaction du combat entre Heard et Lara. Lara, quand le combat a commencé, je me suis dit, il va lui donner une leçon de boxe. Par contre, le petit tic que je me suis fait, c'est attention, physiquement, l'autre il est énorme. On aurait dit un poids moyen contre un poids Walter, alors qu'on est un super Walter. Il y avait une différence de gabarit énorme. Et je me suis dit, s'il n'arrive pas à étouffer l'autre, étouffer sa boxe, vraiment avoir un gros débit de coups et vite le mettre hors de combat, il va rester dangereux tout le combat. Et en fait, il s'est passé ça, mais en accentué, c'est-à-dire que la boxe très physique de Heard a complètement bousculé Lara, physiquement l'a tué. On sentait que déjà, il avait un retard physique, mais en plus de ça, cette boxe très atypique de Heard, enfin atypique, il boxe pas comme il devrait boxer en fait, il est très grand, costaud, donc au lieu de boxer à distance, lui ce qu'il fait c'est qu'il vient chercher l'affrontement et il a des coups de patte un peu à la Foreman, vous voyez. Alors c'est des coups qui sont pas impressionnants, mais qui usent l'adversaire, qui l'usent. Et vous voyez dans le combat que plus le combat avance, plus Lara il prenait des coups nets et il finit le dernier round sur les fesses, parce que ça finit par rentrer, ça finit toujours par rentrer quand tu donnes du débit de coups. C'est pour ça que j'aime ces boxeurs qui sont constants, un peu comme Castagno. Ils sont constants dans leur boxe et quand tu fais ça, ça finit par rentrer. Et ce que je peux reprocher à Lara, c'était dur pour lui, hein, c'était dur parce que Heard était très dur à boxer. Alors Lara en boxe, il était au-dessus, mais au-dessus. Vraiment, il n'y a pas photo. Parce que Heard, il boxe, c'est une cata. S'il prend Charlot, il va prendre une trempe, hein, vraiment. Parce que Charlot, c'est le juste milieu entre Lara et Heard. C'est-à-dire qu'il a la puissance et en même temps, il a le jeu de jambes, il a le jeu de bras, il a tout. Il a vraiment tout, donc je trouve qu'il se la raconte, Charlot. Il me saoule, tous les deux, il me saoule parce qu'il se la raconte grave. Mais en boxe, c'est super. Regardez les déplacements de Heard et regardez un combat et regardez les déplacements de Charlot. Charlot, il va le manger, franchement, ça va être très dur. Parce qu'il ne tiendra pas contre un Charlot, qui a tout, qui a toutes les qualités. Et il ne pourra pas lui rendre le physique, parce que Charlot, et physiquement, il va lui rendre l'appareil. Donc ça va être très dur. Parce que Lara, il n'a jamais cogné. On le sait, il n'a jamais été puncher. Donc sa boxe, c'est son côté technicien. C'est un styliste. Donc voilà. Et finalement, le physique a gagné, la jeunesse a gagné. Lara, il n'a pas trouvé de solution, il n'en avait pas beaucoup. Et il a essayé, et ce que je peux lui reprocher quand même, un petit truc, c'est qu'il s'est trop reposé sur des combinaisons de 1, 1, 2, 1, 2, 3, vous voyez, en termes de coups. C'est-à-dire qu'il aurait été plus avantageux pour lui de donner un fort débit de coups.
un peu à la Manny Pacquiao, vous voyez, qui est une mitraillette, et plus il montait dans les catégories, plus Pacquiao, il donnait du débit dans ses coups. Vous voyez, des combinaisons de 4-5 coups, c'est ça qui surprend l'adversaire. Parce que 1, 2, 3 coups, tu t'y attends, et c'est les coups qui arrivent derrière qui te surprennent. Surtout si tu n'es pas en capacité de déclencher derrière. Si tu n'as pas la vitesse, l'explosivité pour déclencher derrière. Et ben du coup, tu es débordé. Et Pacquiao, ça passait. Ça finissait toujours par passer. Voilà, c'est ma petite review de ce combat. Voilà, mon petit résumé de ce combat-là, rapidos, ma petite réaction. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça, de la boxe en général. Vive la boxe, moi je vais aller dormir, je suis KO. Fighting!